On va, comme toujours sur Energy Meeting, alterner des présentations de projets concrets et exemplaires et 2 tables rondes sur des sujets d'actualité. Donc on aura une table ronde sur CAP 2030 et une deuxième table ronde sur la gestion de l'eau, qui est un sujet qui s'impose de plus en plus comme un impératif. Et pour débuter cet après-midi, on accueille un projet qui est la réhabilitation des Grands Moulins de la Loire pour la future Cité des Imaginaires, avec un binôme d'architectes. Donc on est très content d'accueillir Dieter De Vos de Neuteling Riedeck Architects, qui nous vient des Pays-Bas pour Energy Meeting Nantes, donc merci beaucoup. Et avec Raphaël Saillard de Ars Architecture Urbaniste Associés. Bonjour, merci de nous avoir invités à cette conférence pour présenter le projet de la Cité des Imaginaires, transformation des Grands Moulins. Notre agence elle est basée à Rotterdam. On travaille ensemble avec ARS, Raphaël Saillard, sur le projet avec des autres bureaux d'études dans une équipe multidisciplinaire pour réaliser ce projet. Notre agence, spécifiquement liée à transformation de bâtiments patrimoniaux, on a une expérience avec ces sortes de transformations, comme par exemple la gare maritime de Bruxelles, une ancienne gare qu'on a transformée à un complexe multifonctionnel, un grand espace public, des bureaux, des commerces, équipements publics également. Et notre agence aussi, elle paye une attention importante à ce que les bâtiments publics soient vraiment publics, accessibles, ouverts pour tout le monde, où il y a des espaces pas spécifiquement programmés, où les citoyens peuvent rentrer. Donc on parle de la transformation des Grands Moulins de Loire en Cité des Imaginaires. Les bâtiments existants, aussi connus à Nantes comme le CAP 44, une sorte de masse aveugle au bord de la Loire, un peu à l'ouest du centre-ville, qui cache en fait derrière les transformations du XXe siècle une structure en béton armé conçue par quasi l'inventeur du béton armé, l'ingénieur François Hennebick. Donc le projet va essayer de révéler ce bijou de l'ingénierie industrielle du XIXe siècle. Un lieu charnière où se trouve le bâtiment CAP 44, les Grands Moulins, bord de la Loire, avec dans son dos la carrière de Misery. Notre projet, il va essayer non seulement de révéler la structure patrimoniale, mais aussi de l'ouvrir, le site, le jardin extraordinaire qui est en construction, en réalisation maintenant, la promenade au long de la Loire, où le projet il va s'insérer et créer des connexions visuelles entre les jardins extraordinaires et la Loire, donc plus le bardage en aluminium qu'on retrouve aujourd'hui, et également une ouverture verticale par un promenade qui mène à un belvédère panoramique d'où on verra 360 degrés les environs de Nantes. Notre projet il est composé de 3 volumes séparés. Le jardin couvert, où on retrouvera le vestige du patrimoine. Je parle de vestiges parce que les études structurelles qu'on a faites ont montré que en fait, la structure existante elle ne sait pas porter les charges pour un bâtiment public. Sauf si on le coffrerait avec des moyens structurels. Donc nous, on a explicitement choisi de garder une partie de la structure existante et de le montrer comme elle était dans le XIXe siècle, avec quelques traces de son histoire du XXe siècle. Ça devient un jardin couvert, non climatisé, où Raphaël racontera plus dessus.
Juxtaposé du jardin couvert, on a un volume terre qu'on appelle volume terre, qui aura un grand escalier qui en fait dessert toutes les fonctions spécifiques du programme. Et au-dessus du jardin couvert et du volume terre, on a un volume ciel qui aura une structure légère avec une matérialité différente du jardin couvert et le volume terre. Donc là, vous le voyez depuis la promenade des Belvédères au-dessus de la carrière Misery. À droite, le jardin couvert, donc le patrimoine révélé. À gauche, l'extension contemporaine et le volume ciel au-dessus. La façade, on l'a vue depuis l'ouest, qui montre en fait dans sa première face les consoles conçues, développées, inventées par Hennebick dans ce béton armé qu'on va montrer, qui sont maintenant cachées. On les montrera dans leur gloire de l'inventivité d'ingénierie, comme c'était dans le 19e siècle. Au-dessus, on enjambe ce nouveau volume en structure charpente métallique. Donc là, vous voyez l'histoire un peu du projet, du bâtiment Les Grands Moulins. Donc commencé par un grand moulin, devenu un immeuble de bureau dans les années 70. Et là, vous voyez la partie qu'on conserve. Donc on montrera, ça c'est une photo du temps de la construction, on le montrera comme ça dans notre projet. Au-dessus, il y aura ce nouveau volume. Maintenant, le curage du bâtiment a eu lieu, où on commence à voir un peu les spécificités de cette structure patrimoniale et aussi des surprises comme ces socles en fonte qu'on va aussi montrer dans le projet. Donc, le jardin couvert, cette structure deviendra cet espace un peu inusuel, trois niveaux d'auteur, avec une emprise assez grande, mais qui deviendra un lieu public pour les Nantais. Dans la matérialité, donc, on a bien sûr le béton existant qu'on va réparer et montrer le mieux possible, et d'où on décline deux autres matériaux. On aura des éléments en bois, notamment le belvédère qui se trouve en toiture, et aussi du nouveau béton qui sera juxtaposé au béton Hennebick, qui sera fait avec des granulats recyclés. Au-dessus, la structure légère, parce qu'on a vraiment une portée assez importante à faire, des matériaux plus légers, mais aussi en étude pour avoir des métals recyclés utilisés dans ce projet, où ce métal jouera avec le ciel nantais qui change beaucoup, où il y aura également un dessin spécifique sur cette façade scintillante. Voilà, je donne la parole à Raphaël pour expliquer un peu mieux l'approche fonctionnelle et environnementale. Merci Dieter. Donc moi je vais vous emmener dans un voyage au centre de la Cité des Imaginaires où on va un peu voir l'organisation fonctionnelle et différentes fonctions qui sont abritées par ce bâtiment. Donc comme l'a expliqué Dieter, le projet il s'articule entre le volume terre et le volume ciel à travers le jardin Hennebick et un grand escalier. Donc c'est un espace public qui sera ouvert à tous, qui va permettre de desservir toutes les fonctions de la Cité des Imaginaires. Le jardin Hennebick va accueillir un café dans un espace qui a une valeur patrimoniale, qui est en fait l'ancienne salle des machines de la minoterie qu'on vient conserver et préserver. Et puis le jardin Hennebick, comme on l'appelle, va être un espace végétalisé avec de la végétation qui sera adaptée au climat qu'on vient créer dans ce jardin. La transformation qu'on opère sur le patrimoine, on vient évider les planchers et conserver la structure poteau-poutre, pour venir révéler finalement un espace sur 3 niveaux qui aura aussi un espace événementiel qui va permettre d'animer le jardin en lien avec la programmation de la Cité des Imaginaires.
Le visiteur commence son parcours par le volumtaire, donc en l'escaladant presque avec les premiers emmarchements. Le volumtaire il regroupe les différentes fonctions un peu publiques et administratives de la Cité des Imaginaires, avec les bureaux au premier niveau, une médiathèque au deuxième niveau. Au troisième niveau, on aura des ateliers pédagogiques qui seront en lien avec la Cité des Imaginaires, et puis un espace de diffusion qui va avoir des vues sur la ville côté est. Au deuxième niveau, on a un balcon qui va permettre d'avoir une vue sur ce jardin extraordinaire, où on va pouvoir observer de plus près cette trame structurelle en poteau-poutre, qui est vraiment caractéristique finalement du brevet de l'ingénieur belge François Henbick, comme l'a expliqué Dieter, précurseur de l'invention du béton armé, qui était une version bien moins aboutie que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est vrai que le bâtiment a été le terrain d'expérimentation finalement de l'ingénieur pour la mise au point de ses brevets. Et donc on souhaitait retranscrire à travers cet espace public ce qu'a été l'innovation pour l'époque du béton armé, qui est présent aujourd'hui dans le patrimoine nantais. Tout au long du parcours, le visiteur va pouvoir avoir des vues et des espaces de respiration. On aura des ouvertures qui vont offrir des points de vue sur la Loire et sur le jardin extraordinaire. Ces points de vue, ils prennent la forme d'oculus, qui font un peu référence aux instruments de voyage, aux périscopes, qui font partie aussi de l'imaginaire de l'écrivain Jules Verne. Cet imaginaire, donc, on va retrouver dans l'espace du musée qui est dans le volume ciel. Au troisième niveau, donc, le musée Jules Verne, l'espace d'exposition permanente, et puis au quatrième niveau, l'espace d'exposition temporaire, qui sont dans une nouvelle structure. Ça va permettre aussi d'avoir une plus grande flexibilité, d'aménager des scénographies qui répondent vraiment aux standards et aux exigences des espaces de musée actuels. Au niveau de l'entrée du musée Jules Verne, on va avoir un oculus géant qui va permettre d'avoir une vue comme ça sur le paysage ligérien et connecter finalement l'univers de l'écrivain, le fleuve, la Loire, au sein du bâtiment. Sur la toiture, on crée un jardin dans le ciel. Donc c'est un espace public qui est accessible via ce grand escalier, qui va permettre d'avoir des vues aussi sur toute la métropole, aussi bien à l'est, côté ville, avec un petit belvédère, et aussi à l'ouest, avec une place publique qui pourra là aussi accueillir des événements en lien avec la programmation de la Cité des Imaginaires. Le pavillon qu'on voit ici sera en structure bois et va accueillir un café et un espace événementiel qui vont véritablement faire vivre cet espace public en hauteur. On a axé finalement notre approche environnementale sur 5 thématiques. Dans un premier temps, l'inscription de notre projet dans un site qui est assez particulier, puisqu'on a la présence de la carrière et du fleuve. Aussi la dimension fertile, avec l'accueil de biodiversité à travers des jardins intérieurs sur le toit. Une dimension de bien-être avec un aspect sur le confort et des protections naturelles pour permettre un confort aux usagers comme pour les visiteurs. Une dimension de sobriété dans l'emploi de matériaux et aussi l'économie d'énergie. Et enfin, une dimension plutôt engageante, citoyenne, avec ce bâtiment qui va servir de démonstrateur un peu pédagogique pour les enjeux de sobriété de demain. Donc le site, comme l'a expliqué Dieter, il se situe vraiment entre la carrière Misery, qui vient créer une zone plus froide avec le jardin extraordinaire, et puis le fleuve au sud avec des vents orientés ouest-est, est-ouest le long du fleuve. Donc tous ces dispositifs, ça nous a amené à proposer une machine bioclimatique. Cette machine bioclimatique qui est finalement le jardin Henbick, le grand escalier avec cet atrium. Et elle vient tirer son énergie de la géothermie sur nappe de la Loire, qui vient alimenter une pompe à chaleur pour les espaces chauffés. Le jardin Henbick comme une zone microclimatique qui ne sera pas chauffée, mais qui va bénéficier de cet échange de calories. Et puis des dispositifs passifs de protection solaire des façades. Donc tout ça a été étudié avec notre bureau d'études d'environnement, Franck Boutet et Artelia, pour assurer un confort optimal et une bonne inertie au sein du bâtiment. Donc le jardin Henbick et le grand escalier, ils fonctionnent
comme un espace tampon. Ce sera un espace qui ne sera pas chauffé, qui va bénéficier des calories et de l'inertie des volumes chauffés, du volume terre et du volume ciel en hiver. Et puis en été, on aura des dispositifs de ventilation naturelle par des carnaux au nord, donc qui va bénéficier justement de cet air plus frais du jardin extraordinaire et de la carrière, avec des ventelles en partie haute de l'escalier et en partie haute du jardin NB qui viendra voilà, diffuser et libérer l'air plus chaud. On étudie également plus finement le confort de cet espace avec le débord du volume ciel qui vient créer un brise-soleil un peu naturel, du ciel artificiel pour le coup, mais les rayons d'été vont être bloqués par ce débord de façade, quand les rayons d'hiver vont largement pénétrer dans l'espace et apporter justement les calories nécessaires en hiver pour réchauffer le jardin NBIC. Cette machine bioclimatique, elle fonctionne aussi avec la récupération d'eau de pluie sur les toitures inaccessibles pour l'entretien et pour l'arrosage des différents jardins, donc les plantes du jardin NBIC et les plantes en toiture. On aura également des systèmes anti-collision, des vitrophanies sur le vitrage du jardin pour éviter voilà, de nuire à la faune des oiseaux, puisque la Loire est un couloir de migration. Et enfin, pour mettre en œuvre ces ambitions, on adopte une posture de structure mixte, le bon matériau au bon endroit, puisque le volume ciel sera une structure métallique qui viendra enjamber véritablement la partie patrimoniale en béton. Le choix de ces structures métalliques, elle porte sur beaucoup de critères, mais notamment la finesse que peut permettre le métal pour les espaces d'exposition, ce qui vont permettre d'avoir une plus grande hauteur sous plafond, une meilleure modularité dans le temps et permettre d'accueillir toutes sortes de scénographies tout au long de la durée de vie de ce bâtiment. On a donc une structure béton pour le volume terre avec une isolation biosourcée en lin, coton, et puis comme l'a expliqué Dieter, le pavillon sur le toit sera en structure bois légère, ce qui va apporter aussi à l'équilibre de ces masses. Donc la vertu de ce bâtiment porte vraiment sur la transformation d'un patrimoine industriel qui révèle des technologies industrielles du XIXe siècle pour en faire un bâtiment public démonstrateur finalement des enjeux de sobriété actuels, ouvert à tous et tourné vers le futur. Merci. Merci beaucoup. Donc, on a 10 minutes, une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Donc, un micro va vous être passé si vous avez des questions. Voilà, il y en a une, je n'ai pas vu le bras qui se levait, mais... Donc, quand vous posez une question, si vous pouvez vous présenter en 2 mots qui vous êtes, votre fonction, enfin, si vous êtes architecte, BE, etc., pour qu'on puisse mieux cibler la réponse. Donc, je vais me lancer pour la première. Alors, ça serait peut-être un peu pour voir justement une comparaison, comme on a la chance de vous avoir et que vous venez des Pays-Bas, par rapport à ce que vous avez plus l'habitude de voir dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites différemment, notamment sur la gestion de l'eau, qui est un sujet qui monte en France et qui s'impose de plus en plus? Est-ce qu'il y a des choses qui se font différemment, des techniques qui sont différentes? Quelle est votre vision? C'est une question très difficile parce que même étant en Europe, toutes les réglementations dans tous les pays sont différentes. Donc sur certaines choses, pour nous, moi je suis belge, donc je travaille aux Pays-Bas, je viens travailler ici. Ces 3 pays sont complètement différents. Nous, on trouve, l'agence à Rotterdam trouve que ici, et moi aussi trouve, sur le carbone, la France est beaucoup plus avancée qu'aux Pays-Bas. Bien évidemment, tout ce qui est gestion d'eau, comme la Belgique et les Pays-Bas sont des pays très denses, il y a plus d'attention à la gestion d'eau et souvent on est obligé à garder la gestion d'eau sur son propre parcelle sans évacuer vers l'assainissement public. Donc, c'est très difficile parce que tout le monde en Europe veut être durable, mais je vois, dépendant de pays à pays, qu'il y a des différents points d'attention ou des différents progrès. Tout ce qui est matériaux biosourcés, ici j'ai l'impression,
que c'est quelque part déjà un peu plus avancé que chez nous. Chez nous, ça reste encore très, très dans le petit projet d'inventeur, pendant qu'ici, avec les discussions qu'on a eues avec le bureau d'études, c'était un peu plus avancé, même si ce n'est pas encore sur niveau industriel, pour faire des bâtiments proprement parlés, tous les bâtiments avec tous ces matériaux. Mais bon, on y travaille, je pense, tout le monde. Merci beaucoup. Donc oui, il y avait une question, on vous écoute. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Guy Turner, consultant. Et on parlait beaucoup d'adaptation ce matin. Est-ce que c'est des questions qui ont été soulevées au moment de la conception, notamment avec le bureau d'études, avec la proximité de la Loire, le lien à l'eau, et peut-être les enjeux d'inondation ou les problématiques d'inondation que ça pourrait poser dans le temps? Oui. Bon, merci pour la question. C'est vrai que là, on est dans des zones avec des niveaux de la Loire fluctuants, des zones inondables. Il y a un plan d'aménagement autour des quais qui sont proposés par les paysagistes Phytolab avec la société SCE. Et donc, ils travaillent notamment avec des zones d'espace public qui seront partiellement immersibles, avec des jardins d'eau, etc., qui vont permettre de réguler comme ça les niveaux de la Loire et de sa montée. Nous, au niveau du bâtiment, on a été... forcément, on a étudié ce souci, donc on a un niveau de sous-sol qu'on a dû vraiment réduire et qui a été étudié pour justement être au-dessus du niveau des crues. Et puis, comme on travaille sur un bâtiment existant, on s'est calé aussi sur cet existant-là, avec toutes les suggestions pour permettre la pérennité de l'ouvrage. Donc là, on aura des fondations assez profondes pour le bâtimentiel qui répondront forcément à ces enjeux. L'adaptation à l'eau, après, c'est vrai que l'adaptation aux températures un peu extrêmes, ça c'est sûr qu'on l'étudie. Maintenant, on ne sait pas dans 50 ans quelle température il va faire. Ça dépend aussi un peu de nous, je pense. Et ça, on l'étudie avec le bureau d'études Franck Boutet, avec des simulations assez avancées sur des scénarios climatiques les plus défavorables. Donc c'est sûr que s'il fait chaud, il va faire chaud. Maintenant, on a mis tous les dispositifs en œuvre pour avoir plutôt un ressenti qui sera amélioré. Une autre question, oui. Bonjour, Benoît Maliba, PADW architecte. J'avais une petite question, puisque un des enjeux majeurs, c'est aussi la déconstruction du bâtiment, ou d'une partie en tout cas. Et je voulais savoir s'il y avait une démarche particulière sur le réemploi de matériaux de déconstruction, particulièrement le béton. Est-ce qu'il y a des morceaux de dalles, des granulats? Est-ce qu'il y a une mise en scène particulière éventuellement qui avait été réfléchie ou non? Enfin, voilà, une démarche sur le réemploi du matériau béton en tout cas. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, mais donc Métropole Aménagement a déjà mis en œuvre une démarche de réemploi sur le bâtiment du Cap 44 existant pendant son curage. Donc il y a un certain nombre d'appareils sanitaires qui ont été comme ça transmis à des plateformes, remis en œuvre même pour une école sur l'île de Nantes. Et puis nous, dans le cadre du projet, donc on va valoriser forcément peut-être un peu plus de 90% de la démolition en granulat, mais c'est des choses qui se font, je dirais, normalement, dans le cas de la plupart des projets, on recycle quand même les déchets issus du béton, que ce soit pour des fonds de forme de route ou d'autres sujets. Mais là, notre béton va aussi incorporer du granulat recyclé. Ce ne sera peut-être pas celui du bâtiment même si on aimerait bien s'imaginer que c'est possible. C'est très dur de garantir ça. Par contre, on étudie aussi le démontage soigné de certains nœuds d'articulation de la structure NBIC pour pouvoir peut-être la proposer à des instituts de formation qui pourraient être intéressés par l'étude un peu plus fine de ce système de béton armé. Et puis, dans les traitements au sol, là aussi, on étudie le potentiel réemploi de certaines parties de dalles qui pourraient être déposées soigneusement. Encore une question, je crois ici, voilà. Oui, bonjour. François Terrien, architecte. Merci de cette présentation.
Je voulais revenir sur le système NBIC, je ne sais pas comment ça s'écrit, et ça date de quand, d'une part. Et ensuite, vous avez été confronté au problème de la difficulté de calculer même, je suppose, parce qu'à l'heure actuelle, comme on ne peut pas qualifier ni le ferraillage, qui est souvent du fer doux, ni les granulats, ni quoi que ce soit, on ne sait pas dire combien ça porte. J'ai personnellement été confronté à ça, ce qui fait qu'on m'a obligé de mettre des renforts dans tous les sens, ce qui fait que ça ne peut plus rien dire et qu'on n'a plus du tout la lisibilité. Alors vous avez trouvé une super réponse en évidant la structure conservée. Et par contre, vous avez enlevé tout l'effet diaphragme de toutes les dalles. Alors, je suppose que c'est pas, vous n'avez pas fait ça à la légère, mais bon, j'aimerais bien savoir quelles ont été les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés à ce niveau-là. Il faudrait plus d'une conférence, je pense, Ouais. pour en parler. Mais... Donc nous aussi, on a été confrontés avec ça. Déjà, comme l'a dit Raphaël, le bâtiment, il date de 1895. Ça fait 2-3 ans après l'obtention du brevet de NBIC pour le béton armé. Et les analyses, les sondages ont montré qu'en fait, le projet a été vraiment un laboratoire, puisque tous les nœuds sont différents. Ou pas toutes, mais il y a beaucoup de différents essais de comment le faire. D'où notre décision d'architecte de ne pas vouloir commencer à renforcer tout, mais de dire on va sauvegarder une partie, on va le laisser comme on le trouve, on va réparer le béton pour que ça soit correct, pour que ça aussi peut durer dans le temps. Et le montrer tel que nous, on a souhaité aussi enlever les planchers pour justement montrer beaucoup mieux les nœuds et avoir quand même cet espace dans le jardin NBIC. Comme il n'a aucune une fonction structurelle porteuse, on n'a pas été soumis à calculer les nœuds, comment ils vont répondre à la réglementation. Donc certes, il y a des renforts dedans qu'on met au-dessus des poutres qui restent, mais sans garantie qu'on devrait, si c'est vraiment utilisable, de rester quand il y a un tremblement de terre, je ne sais pas, niveau X, ça va peut-être pas le faire. Je peux peut-être ajouter qu'en fait, on a aussi des reprises de stabilisation. Oui. Parce qu'il y a une trémie qui était existante dans le bâtiment. Donc, on aura une structure aussi qui viendra stabiliser en partie. Et puis, repris également sur les côtés latéraux par les poteaux du volume ciel. Oui, les nouveaux poteaux, il y a des butons qui gardent la structure en place. Mais bon, ça c'est encore 100% garantie, calcul tamponné, parce qu'il n'y a pas de fonction. C'est aussi le bâtiment, même si quelque chose se passe, parce qu'on ne peut pas le prévoir, le bâtiment en soi, il reste. La construction qu'on développe maintenant, ou qu'on va réaliser bientôt. Merci beaucoup. On peut vous applaudir une nouvelle fois. Merci. 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 Je vous laisse redescendre.